Bon, je vous propose peut-être de commencer avec les recommandations d'usage. Donc déjà, dans un premier temps, je voulais remercier Hélène Génin puisque ce webinaire a été porté par elle. Et effectivement, la thématique ce matin sera le commerce à l'heure de la décarbonation. Et elle aura l'occasion de présenter donc le label BBCA et les différents intervenants qui va nous permettre de couvrir un peu tout le champ du vaste sujet qui se présente devant nous. Donc Hélène, je vous laisse la parole. Bonjour Alors, à tous. Vous m'entendez bien? très bien. Bon, écoutez, merci infiniment Sophie de nous permettre aujourd'hui de présenter l'initiative BBCA Commerce qu'on a construite en fait avec des partenaires, sponsors, experts techniques. Je me présente donc, et donc je remercie évidemment nos partenaires que je présente ici. Donc moi-même, je suis déléguée générale de l'Association pour le développement du bâtiment bas carbone. Je vais vous en dire quelques mots sur le pourquoi de notre existence et ce qu'on fait. Et je serai accompagnée aujourd'hui par Rémi Babu, qui est ingénieur urbaniste, climat, énergie, environnement, bâtiment, aménagement prospectif chez Elliott Bayégis, qui a été copilote avec Carbone 4, Gabriel Guidetti, qui malheureusement a eu un empêchement, qui peut-être nous rejoindra, mais sans garantie. Donc, Carbone 4 a contribué en tant que copilote à la mise au point de cette démarche. Et puis, avec Pierre Failly, qui a été, le groupe ADO a été contributeur en fait à la méthode, et donc nous fait le plaisir d'être ici pour porter son regard. Et puis Nicolas Ménaché, qui est Je directeur me groupe. permets, c'est Decathlon. Hein. ADO, Pardon, c'est le cousin de Leroy Merlin. oui, oui, absolument. Mais ADO a été contributeur et on a Aussi, aussi oui. travaillé avec Decathlon. Voilà, donc on est ravis de vous avoir. Et puis Nicolas Ménaché, qui est directeur groupe stratégie, environnement et climat chez Unibail-Rodamco-Westfield, qui a été mécène en fait de ce travail qu'on a mené ensemble. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est BBCA Commerce. L'objectif, c'est de vous présenter en fait la première méthode en fait de mesure de l'empreinte carbone d'un centre commercial sur tout son cycle de vie, avec un objectif de performance qui permet justement de se challenger pour chercher un cap de décarbonation. Et donc, je vais vous parler très rapidement de qui nous sommes et pourquoi donc effectivement nous avons lancé ce label. L'association BBC a à l'œuvre depuis 2015, ça fait 10 ans cette année, à la décarbonation de l'immobilier en France et en Europe. On a une action reconnue d'intérêt général, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour un petit nombre de nos membres, mais vraiment pour comprendre comment on décarbone en fait les actifs immobiliers qui représentent, selon les différentes statistiques, à peu près 40% en fait, des émissions carbone à l'échelle de l'Europe. Donc, on a un rôle très, très important à faire. Et donc, BBCA, aujourd'hui, rejoint à peu près 130 membres qui sont des acteurs majeurs de l'immobilier bas carbone, des promoteurs, des utilisateurs, des investisseurs, des aménageurs, des bureaux d'études, des constructeurs. On a une forte composante notamment de promoteurs immobiliers. Je ne vous listerai pas tous, mais des majors, Bouygues, Vinci Eiffage, des grands promoteurs du type Nexity, ICAD, Bouygues Immobilier, des grands bureaux d'études comme Artelia, Egis et d'autres. Unibail, évidemment, qui fait partie également de nos membres. On a eu le soutien de Jean Jouzel, qui est climatologue et ancien vice-président du GIEC, dès la création de l'association en 2015. Et on a été à l'impulsion de ce qui est devenu la réglementation environnementale, la RE 2020, que vous connaissez, qui est entrée en vigueur en 2022, où BBCA a été précurseur avec ses méthodes posées dès 2016 et qui a été expert auprès de la mise au point de cette réglementation. Nos missions n'ont pas changé depuis l'origine. Si tu peux revenir, s'il te plaît, Rémi, merci. Donc, notre action, elle a pour enjeu de mobiliser la profession pour accélérer la décarbonation du secteur, développer la connaissance sur comment on décarbone, quelles sont les meilleures pratiques, quels sont les bons ordres de grandeur et donc les priorités à donner dans cette décarbonation.
Élaborer des méthodes de comptabilité incontestables, c'est ce qu'on fait avec nos partenaires au travers de différentes méthodes. Et puis, favoriser l'innovation, l'encourager, la mesurer et la mettre en valeur. Et au final, mettre en lumière les opérations bas carbone exemplaires à tous leurs stades de vie et tous les types. Et c'est ce que nous faisons au travers d'un label de performance que nous opérons en France et en Europe et qu'on va voir dans la slide suivante. Donc, notre action aujourd'hui, ça a été réellement de donner de la clarification sur comment on compte le carbone et comment on le mesure et quelles performances se donner. Donc, on a, dès 2016, développé la première méthode de mesure de l'empreinte carbone du bâtiment sur tout son cycle de vie, c'est-à-dire en allant au-delà de l'approche énergétique, réellement sur les volets de tous les scopes, en fait, de l'empreinte carbone d'un actif immobilier. Aujourd'hui, cette connaissance et ces mesures, elles portent sur, elles sont en fait rassemblées dans 7 méthodes qui sont le socle de 7 labels de référence en France. La première, c'est pour le neuf, ça a été développé en 2016. Ensuite a suivi la rénovation bas carbone, toujours dans une approche de cycle de vie en 2018, l'exploitation en 2022, le quartier également, et puis LCBI en 2024, qui est une approche européenne. Et on a deux cousins qu'on a développés, à la fois une méthode label bas carbone qui permet euh, de mettre en valeur, d'obtenir des crédits carbone au travers d'une action dans l'immobilier, et puis un autre label sur la contribution neutralité. Ces labels, ils sont évidemment optionnels, les méthodes sont ouvertes à tout le monde, et on a donc structuré un cadre de référence pour mesurer, avec à chaque fois des objectifs de performance qui permettent de se challenger. Nous ne sommes pas prescripteurs d'une méthode, d'une recette ou d'une autre, mais l'agrégat des différentes actions, des différentes bonnes pratiques, eh bien, se retrouve dans un résultat carbone qui va permettre eh bien, de montrer une décarbonation en un résultat quantitatif qui permet justement de se challenger. Point important, on a lancé en 2022 le Salon de l'immobilier bas carbone euh, euh, qui, euh, s'est, euh, qui a eu lieu pour sa 4e édition au Grand Palais en septembre dernier, où toute la profession, tout l'écosystème se retrouve au CIPCA, qui est un temps fort évidemment de l'année, qu'on a monté avec un partenaire qui s'appelle France Convention, et qui a permis cette année de rassembler 200 exposants qui ont tous des solutions bas carbone à proposer et plus de 10 000 visiteurs qui se sont retrouvés dans les allées du Grand Palais pour chercher des solutions, comprendre comment on décarbone. Et je ne peux que vous inviter évidemment à y aller pour la prochaine édition 2025, qui sera la 5e édition, du 1er au 3 septembre 2026. Voilà, donc rapidement brosser qui nous sommes. Je serai évidemment à votre disposition pour répondre à toute question au-delà de cette, en marge de la, enfin, durant cette présentation, bien sûr, et ensuite à poursuivre. Vous pouvez nous rejoindre, évidemment, si vous en avez l'envie, rejoindre nos membres. Et je passe maintenant spécifiquement à BBCA Commerce. Alors, pourquoi le label BBCA Commerce? Tout simplement parce que ça a été une demande d'un certain nombre de nos partenaires, notamment sponsors, qui sont devenus nos sponsors, Unibail Rodamco Westfield, Frey Clépierre, qui sont membres BBCA et sponsors de BBCA Commerce. Travaux que nous avons initiés en avril 2023 avec des experts que nous connaissons bien et qui connaissent bien BBCA, qui sont également donc qui sont Elliott et Carbone 4. Elliott, membre BBCA et membre fondateur, et puis Carbone 4, qui a travaillé avec nous sur ce projet, et également WO2. Le sujet, c'était donc, on crée nos méthodes avec nos membres, avec nos partenaires, on va chercher les meilleurs experts sur un domaine concerné pour justement partir de l'existant, des opérations, des bonnes pratiques qui sont déjà existantes pour décarboner différents actifs. Et puis, au travers d'opérations pilotes, mesurer, obtenir une mesure des différentes pratiques mises en œuvre
afin d'arriver à un résultat carbone qui va permettre de donner l'objectif de l'atteinte de ce fameux label. Et puis, on va proposer à des partenaires certificateurs, leur donner une licence pour délivrer le label. Donc, ce label BBCA Commerce, il a été lancé, ces travaux ont été lancés en avril 2023 à l'initiative d'un de ses membres pour justement cadrer le travail autour d'un enjeu fort et ambitieux qui était de dire quelles sont les spécificités d'un centre commercial bas carbone qui va encourager un acte d'achat bas carbone. Donc, c'est une promesse forte, évidemment, pour le client final. Et donc, c'est tout l'enjeu auquel s'est attaché le groupe de travail dès avril 2024, avec un certain nombre de contributeurs que nous avons rencontrés au gré de ces travaux, que vous voyez listés là. Donc, ADO, Carrefour, Decathlon, Intersport, Lidl, SNCF Gare et Connexion. Et puis, eh bien, ces travaux ont amené à la sortie de ce référentiel en avril 2023, pardon, en avril 2020, en mai 2025, donc 2 ans après. Et donc, aujourd'hui, la méthode est publique, et c'est pour ça qu'on vous la présente. Et le label est annoncé, on travaille avec les certificateurs actuellement, pour 2026, en espérant avoir les premières opérations bas carbone, les premiers centres commerciaux qui seront labellisés en 2026. Je laisse la parole maintenant à Rémi. Et Rémi, je te propose de te présenter et puis également, on va rentrer dans le cœur du système, le cœur de la méthode, comment on a travaillé et quels sont les enjeux et la méthode de BBCA Commerce. Oui, bien sûr. Bonjour, donc oui, je suis Rémi Babu, je suis directeur de projet chez Elliott, qui est une filiale du groupe Aegis, qui est notamment un bureau d'études structure, façade, environnement dans le bâtiment, et puis voilà, avec aussi une équipe qui fait des audits énergétiques et une équipe dans laquelle je travaille qui capitalise sur toutes ces données récoltées à l'échelle des multiples projets de bâtiments sur lesquels on travaille pour apporter de l'information et du conseil, notamment sur la réduction des empreintes environnementales des bâtiments, des parcs et des stratégies globalement des opérateurs immobiliers. Et Gabriel, qui nous rejoindra peut-être, qui travaille chez Carbone 4, bureau d'études carbone qu'on ne présente plus. Donc je ne vais pas m'apesantir. Donc je vais vous présenter le label du point de vue méthodo. Déjà, pour vous, Hélène a commencé à en parler un petit peu, mais on avait un objectif en entrant sur cette conception de label, effectivement d'avoir un centre commercial bas carbone, donc au sens du bâtiment, hein, qui est le cœur de métier de l'association BBCA, euh, mais qui soit aussi un bâtiment qui encourage un acte d'achat bas carbone, c'est-à-dire qui dépasse en fait le périmètre strict de cette préoccupation carbone sur le périmètre strict du bâtiment, qu'il dépasse pour aller un petit peu au-delà en termes de périmètre de responsabilité de ce que les acteurs stricts gestionnaires de bâtiments ont à leur main. Donc, sur le périmètre du bâtiment lui-même, on va regarder les postes qu'on regarde en fait classiquement, hein, dans un label BBCA qui est tel qui pouvait déjà exister sur les logements, les bureaux, etc. Évidemment, en général, les deux grandes masses carbone, c'est l'énergie d'un côté, avec le chauffage, le rafraîchissement, l'éclairage, etc. Et de l'autre côté, les matériaux de construction et de rénovation du bâtiment. Et donc là, effectivement, on va avoir ces deux grands postes avec les spécificités liées aux centres commerciaux. Notamment, on peut penser à tout ce qui est flux de frigo, on peut penser à l'aménagement des boutiques, etc. Il y a des particularités. Ensuite, un premier élargissement du périmètre de responsabilité, c'est la question de la mobilité des personnes, les collaborateurs qui travaillent dans les centres commerciaux, mais aussi très largement, surtout les clients de ces centres commerciaux.
C'est la mobilité, hein, c'est un sujet classique de plus en plus dans le bâtiment, d'élargissement de cette responsabilité. Donc voilà, on pouvait difficilement passer à côté. Et enfin, un sujet d'ordre de grandeur encore supérieur, c'est celui des produits qui sont vendus à l'intérieur des espaces qu'on conçoit, de ces centres commerciaux. Parce que voilà, ils ont une empreinte finalement très importante. Quand je parle d'ordre de grandeur, vous allez voir, ça va parler assez vite avec ce graphique. Effectivement, on voit que enfin que les postes dont je parlais tout à l'heure sur le bâtiment, donc qui sont le cœur de métier de BBCA et qui sont le plus à la main des foncières commerciales, c'est les postes qui sont en bleu et en orange ici. Et donc, on voit que, en fait, c'est pas petit, hein, c'est déjà une empreinte carbone importante. Là, on parle de déjà une petite centaine de kilos par mètre carré de centre commercial par an. Donc, on va assez vite monter dans des ordres de grandeur importants. Néanmoins, comparé à l'impact de la mobilité des clients, des visiteurs du centre commercial, aussi rapporté au mètre carré, ou encore à l'impact des achats des visiteurs dans ce centre commercial, eh ben, on est sur des ordres de grandeur qui sont largement supérieurs. Néanmoins, qui sont moins à la main des foncières et des opérateurs de centres commerciaux, dans la mesure où il y a un gros sujet d'adhésion de cette clientèle, alors que les postes en bleu et orange à l'échelle du bâtiment, ceux-là sont directement à la main, dépendent directement de choix des opérateurs de centres commerciaux. Et donc, là où on voudrait essayer d'aller avec ce label, c'est effectivement d'activer tous les leviers de bonnes pratiques, de meilleurs standards actuels pour réduire au maximum l'empreinte de ces centres commerciaux. Sur le bâtiment, on voit que l'idée, c'est quasiment de la passer à zéro, en fait, sur la partie énergétique, il nous reste quasiment que de l'approvisionnement en énergie décarbonée dans des proportions moindres. Sur la partie bâtimentaire, de réduire largement les impacts, même si on ne peut pas les amener complètement à zéro. Et puis sur la partie mobilité et acte d'achat, bon, bah là, évidemment, hein, c'est des ordres de grandeur, c'est très variable d'un commerce à l'autre selon ce qui est vendu, selon la typologie du centre, etc. Mais en tout cas, via des actions incitatives, d'aller chercher des réductions qui sont significatives de l'ordre de divisé par 1,5, divisé par 2, voire plus, par rapport à un centre commercial classique ou moyen, qui, encore une fois, est un archétype, mais avec des situations très variables derrière. Par rapport à ces situations, aujourd'hui, le label, il vise 6 types d'actifs. Alors, trois types de commerce. Donc, en premier lieu, les centres commerciaux, les retail parks, donc centres commerciaux à ciel ouvert, et puis les commerces mono-enseignes. Alors, a priori, hein, plutôt des grands commerces, parce qu'il y a quand même le process de RIP. Et voilà, ces trois typologies-là sont adressées aujourd'hui par la méthode qu'on a développée. Et je disais 6 parce que en fait, on vise de pouvoir répondre et labelliser des commerces à la fois sur des phases de projet, donc construction d'un centre commercial neuf ou réhabilitation lourde d'un centre commercial, et à la fois dans une phase d'exploitation de ces actifs, de ces bâtiments. Et donc ça, c'est déjà hein, quelque chose qui avait au niveau des labels BBCA, comme le présentait Hélène tout à l'heure. Voilà, et donc a priori, on s'imagine aujourd'hui que la labellisation sur ces objets, sur ces bâtiments, soit portée par des acteurs qui ont une vision globale sur ces bâtiments, et donc c'est a priori plutôt les foncières qui gèrent les actifs immobiliers. Dans le cas des commerces mono-enseignes qui occupent leurs propres bâtiments, ça pourrait être les enseignes qui portent le label, mais en tout cas, voilà, que ce soit porté au niveau d'acteurs qui ont une vision globale sur le bâtiment. Une vision et des leviers d'ailleurs. Si je rentre sur le label en lui-même, alors on a dû, pour ce label BBCA, innover un petit peu sur le cadre et la façon dont on concevait les indicateurs.
puisque effectivement, je le disais, on avait en haut à gauche, dans le cadre bleu le plus foncé ici, on a un peu les indicateurs classiques de BBCA qui se font à l'échelle du bâtiment. Je le disais tout à l'heure, on a voulu élargir aussi les thématiques regardées à la thématique de l'acte d'achat, donc avec la mobilité et puis les produits vendus. Et donc, on a déjà ces deux lignes qu'on voulait regarder. Et puis, la particularité sur les centres commerciaux, c'est que parmi les acteurs qui sont influents dans l'empreinte carbone finalement du centre, évidemment, on a cet acteur centralisateur qui entretient l'ensemble du bâtiment, qui est la foncière. Mais on a aussi une partie de l'empreinte carbone qui dépend de ce que vont faire les preneurs des cellules commerciales, à savoir les boutiques, ce qu'on appelait les boutiques et enseignes. Et donc, d'où la nécessité de dédoubler un certain nombre d'indicateurs que je vais vous présenter juste après, aussi parce que voilà, il y a certains indicateurs qui interviennent au niveau du centre, certains indicateurs qui interviennent au niveau de l'intérieur des boutiques, et donc que la collaboration des deux sont nécessaires pour arriver à un centre bas carbone. Donc, si je présente un petit peu plus en détail ces indicateurs, du côté des indicateurs centraux du bâtiment, je commence par la partie foncière. On a l'empreinte carbone des matériaux utilisés pour la construction de la coque du centre commercial, hein, donc l'enveloppe du bâtiment. On a un deuxième indicateur qui regroupe c'est ce premier indicateur de matériaux de la coque et aussi les ouvrages partagés, donc là au premier chef desquels hein, les stationnements qui peuvent avoir un impact important. Et donc on a voulu avoir ces deux indicateurs-là qui permettent d'isoler aussi l'impact des stationnements, des parkings, notamment pour tenir compte de la diversité des situations avec des centres commerciaux qui peuvent être très très équipés en stationnement et d'autres en proportion moindre. Ensuite, on a on a un poste de l'eau intérieure. Donc là, ça va être tout le second œuvre, hein, les matériaux finalement qu'on voit quand on déambule dans le centre commercial. Et un poste de l'eau technique. Donc ça regroupe tout pour les personnes qui ne seraient pas familières avec le milieu du bâtiment, tout ce qui va être les systèmes, notamment les systèmes énergétiques du bâtiment. Ah, il y a un problème de projection d'écran. Je vais arrêter et reprendre le partage. Hop. Est-ce que vous êtes plusieurs à avoir le problème? Moi, je ne l'ai pas, mais... Ça y est, c'est revenu. Merci. Ah, parfait. Formidable. Formidable. Du coup, donc on a ces premiers indicateurs-là, hein, qui sont vraiment les indicateurs cœurs centraux de la partie bâtiment sur le carbone embarqué, donc celui qu'on a dans les matériaux qui nous permettent de construire et d'entretenir le bâtiment. Ensuite, on a un deuxième indicateur enfin une deuxième poule d'indicateurs sur la partie énergétique, hein, j'en parlais tout à l'heure. Donc là, on a tout simplement l'énergie qui est utilisée pour faire fonctionner le centre commercial, pour le chauffer, le rafraîchir, l'éclairer, etc. Et un indicateur sur les fluides frigorigènes, dans la mesure où voilà, ça nécessitait sur ce label de faire l'objet d'un poste spécifique, puisque on a des systèmes frigorifiques qui sont un peu particuliers dans les centres commerciaux, et donc la nécessité d'isoler cet indicateur-là. Et enfin, on va retrouver un ensemble d'indicateurs que j'ai regroupés sous l'étiquette ici innovation, qui vont concerner d'autres postes qui sont proches du sujet bâtiment. Ça va être la gestion des déchets, le réemploi de matériaux dans le bâtiment, la déconstruction sélective et puis la séquestration de carbone dans les sols, notamment avec des opérations en cours, hein, par exemple de désimperméabilisation des stationnements. Donc il y a des petits bonus, on va dire, à aller chercher dans ces innovations par rapport qui drive un peu le secteur par rapport aux autres postes centraux que sont les matériaux et l'énergie classiquement. Voilà. Et donc, on a ces indicateurs sur le bâtiment. Ensuite, comme je le disais, on a des indicateurs sur l'acte d'achat pour caractériser la mobilité bas carbone et le caractère aussi bas carbone des produits qui sont vendus au sein du centre commercial. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et ces indicateurs-là, on va les dédoubler pour ceux qui sont pertinents. Dédoubler ces indicateurs à l'échelle du bâtiment et de la foncière, et on va les amener à l'échelle des enseignes. Alors évidemment, ce n'est pas pertinent pour tous les indicateurs.
C'est pertinent pour des indicateurs de l'eau intérieure, de l'eau technique, puisque là, les boutiques font leurs propres aménagements au sein de leur cellule commerciale. Et donc, il y a un peu cette limite là à l'entrée, à la porte de la boutique, qui fait que c'est pertinent d'aller chercher ces indicateurs-là. Ça ne l'est pas, par exemple, pour les matériaux de la coque du centre commercial, évidemment, qui sont uniquement partagés. Ça l'est aussi du coup pour les fluides frigorigènes qui sont très liés au lot technique que les boutiques choisissent d'installer. Et puis on a une approche qui est un peu mixte sur l'indicateur énergie parce que on a un certain nombre de centres commerciaux qui finalement apportent aussi un service énergétique aux boutiques avec des boules de chaleur centralisées par exemple qui distribuent finalement de l'énergie à l'ensemble des boutiques. Et donc là, c'est un petit peu difficile de séparer ce qui est centralisé de ce qui se fait dans les boutiques. Donc voilà, on a une réflexion d'indicateur unique qui est mixte entre l'échelle bâtiment foncière et l'échelle boutique enseigne. Voilà. Et aussi de manière dédoublée, un indicateur de produits vendus. Je reviens tout à l'heure dessus pour les boutiques. Voilà. Ces indicateurs, on va les exprimer autant que possible en kilogrammes de CO2 par mètre carré. Comme le disait tout à l'heure Hélène, on est sur un label performantiel avec des objectifs chiffrés de limiter l'empreinte carbone par mètre carré de centre commercial. Donc vous voyez, la majorité des indicateurs ici sont en carbone par mètre carré. On a quelques indicateurs qui vont avoir des métriques alternatives, soit parce que c'est des bons proxys, typiquement combien on réemploie de matériaux par mètre carré, que ça compte plus que le carbone directement économisé par ça. On a quelques indicateurs qui sont plutôt des objectifs de moyens liés à la fois à la maturité de l'écosystème, on va dire, sur la capacité à apporter des données sur ces indicateurs-là et la possibilité vraiment de déclencher des leviers qui est directement lié à ça, parce qu'on ne sait pas forcément aujourd'hui les qualifier. Donc typiquement sur les lots techniques, aujourd'hui, on va plutôt inciter à les compter, faire son reporting et calculer le détail de l'analyse carbone, du bilan carbone de ces lots techniques, mais on ne va pas contraindre à un seuil carbone. Voilà. Et enfin, sur les indicateurs d'actes d'achat, on a des indicateurs en carbone par visiteur et en carbone par euro de produits vendus. Donc, on a cette diversité d'indicateurs carbone. Côté boutique et enseigne, en fait, on va avoir des logiques un peu similaires, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à la performance de ces indicateurs-là à proportion des mètres carrés ou du nombre de boutiques qui sont dans le centre commercial, qui ont répondu présentes dans le reporting de ces indicateurs et qui ont fait montre d'une certaine performance. Donc là, il y a vraiment un but plutôt sans forcément aller sur des exigences chiffrées énormes, il y a plutôt un but d'engager en fait les boutiques du centre commercial. Donc voilà, là vous avez un panorama un peu global sur les indicateurs. De manière très simple, maintenant, comment on les utilise pour obtenir le label? Et ben en fait, il y a un certain nombre de ces indicateurs qui sont des prérequis pour obtenir le niveau standard du label. C'est ceux pour lesquels il y a un petit logo qui s'est affiché en face des indicateurs. Comme je le disais tout à l'heure, certains indicateurs sont quantitatifs. Donc là, c'est le prérequis avec la petite jauge. Et puis d'autres sont plutôt des objectifs de moyens, des prérequis qualitatifs. Et donc là, c'est la petite checklist. Si on arrive à valider l'ensemble de ces indicateurs en montrant qu'on est pour les indicateurs quantitatifs sous un certain seuil d'émissions de gaz à effet de serre, donc par exemple, là je mettais dans la diapo que sur les lots intérieurs, on émet moins de 100 kg de CO2 par mètre carré, eh bien, on peut être labellisé au niveau standard du label. Voilà. Et ensuite, au-delà de ce niveau standard, comme le disait Hélène tout à l'heure, dans les labels BBCA, on a toujours un niveau performant et un niveau excellent qui démontre encore un investissement plus important sur les thématiques carbone. Le niveau standard est déjà assez exigeant, mais quand on va monter vers performance excellence, on est vraiment au niveau excellence sur des centres commerciaux qui sont aux meilleures pratiques de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc, pour aller chercher ces niveaux performance et excellence, on a un système de points, chaque point représentant environ 10 kg de CO2 par mètre carré en deçà du prérequis du niveau standard qu'on a fixé.
Et donc, typiquement, sur les lots intérieurs, par exemple, je disais tout à l'heure, on a un prérequis standard qui était à 100 kg de CO2 par mètre carré. Et donc, théoriquement, si on arrivait à atteindre vraiment, à décarboner 100% les lots intérieurs, on pourrait tomber on pourrait aller chercher jusque 10 points sur cette thématique. Bon, en réalité, aller chercher 10 points, ce serait pas possible. Ça voudrait dire être à 0 kg par mètre carré. Donc, ça veut dire que vous arrivez à faire un centre commercial sans système actif. Si vous y arrivez, bravo. Mais à ce stade, je pense que c'est pas trop possible. Donc, on s'attend plutôt à un maximum de 5 points qui soit possible d'aller chercher sur cet indicateur. Donc ça, c'est pour les indicateurs qui concernent directement les choses qui sont quantifiables en kilogrammes de CO2 par mètre carré. Pour les indicateurs qui sont plutôt qualitatifs ou seulement à moitié quantitatifs, on a une logique similaire de fixer des points à proportion, par exemple, de la surface couverte comme je le disais tout à l'heure, du nombre de boutiques qui ont renseigné l'indicateur. Et en fixant ce nombre de points, cette valeur du point, selon à la fois l'ordre de grandeur carbone, hein, effectivement, est-ce qu'on parle de un peu, beaucoup, énormément de carbone, l'incertitude qu'on a cet indicateur, parce que, effectivement, je le disais tout à l'heure, il y a certains indicateurs sur lesquels c'est assez difficile aujourd'hui d'avoir une info quantifiée exacte. Et puis, enfin, sur à quel point notre acteur candidat au label a la main, a la responsabilité et la possibilité d'agir sur cet indicateur. Voilà. Et donc, en croisant ces trois grands critères, on arrive à fixer des points qui sont à peu près, qui sont assez cohérents en termes d'ordre de grandeur et de capacité à aller chercher le label. Euh, je vais revenir un petit peu tout à l'heure sur les indicateurs là, de mobilité et produits vendus, mais voilà, ce que je voulais montrer aussi sur cette diapo, c'est qu'il y a pas mal de points à aller chercher sur ces indicateurs qui sont pas très difficiles à justifier en entrée du label, et que le nombre de points qu'on peut aller chercher dessus est assez cohérent en fait avec les ordres de grandeur carbone qu'on va pouvoir exiger et aller économiser. Euh, Évidemment, ce nombre de points et ces niveaux d'exigence sur les indicateurs, ils s'adaptent en fonction de ce qui est possible de faire sur les différents types de centres commerciaux. Il y a certains indicateurs qui ne sont pas adaptés à certains centres commerciaux, à certains types. Donc, par exemple, évidemment, les lots intérieurs, c'est pas un indicateur sur lequel on va pouvoir avoir des exigences dans les retail parks. Donc, j'ai pas mis là, excusez-moi, le détail de la matrice, mais si on avait le détail ici, on verrait que effectivement, il n'y a pas de petite coche verte sur les lots intérieurs dans les retail parks. Et donc cette correspondance entre les postes va venir moduler un peu le nombre de points qu'on va être en droit d'exiger des différents types de commerces selon leurs ambitions sur le label BBCA. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était sur le fonctionnement global du label et puis la partie bâtiment qui est peut-être un peu la plus classique aujourd'hui, la plus connue, la plus maîtrisée par les acteurs carbone. Et donc, au-delà de ça, maintenant, je vais vous présenter, sauf si Gabriel est arrivé entre-temps, mais sinon, je la remplace au pied levé, euh, la partie acte d'achat. Donc, c'est-à-dire là, nos indicateurs qui dépassent l'impact carbone du bâti, avec à la fois le déplacement des visiteurs du centre commercial et puis le sujet des achats effectués par les clients. Donc, je vais aller assez vite sur la partie déplacement mobilité parce que c'est assez simple entre guillemets comme indicateur à calculer. C'est un indicateur qui va dépendre tout simplement de la distance moyenne parcourue. Est-ce que les clients viennent de loin? Et puis en deux, de la part modale. Donc, est-ce qu'ils viennent majoritairement en voiture, en transport en commun, en mode actif, etc. Et donc, via une petite enquête auprès des clients, via de la simulation mobilité si besoin, mais globalement via une enquête assez simple, on peut avoir une bonne idée de l'empreinte carbone moyenne des gens qui se déplacent pour venir au centre commercial. Côté achat effectué au sein du centre commercial, je vais le détailler un petit peu plus après parce qu'il y a plus d'éléments, mais globalement, on va chercher à qualifier à la fois ce qui est vendu dans le centre commercial, le mix merch, et puis à la fois d'un point de vue qualitatif, qu'est-ce que parmi ce mix merch, comment on peut caractériser les produits vendus. Donc, cet impact des produits vendus, il est évalué à trois échelles.
Une première échelle, c'est à l'échelle du centre commercial, donc c'est là qu'on va avoir cette notion de mix merch. On a en fait un tableau, voilà, tout simplement, qui nous permet de qualifier quel type de boutique on a au sein du centre commercial, quel chiffre d'affaires on fait sur différents types au sein du centre commercial sur différents types de produits. Que ce soit alimentaire, je sais pas, magasin de sport, différents types de services, etc. En allant chercher, qualifier un impact carbone moyen par euro de services et produits vendus, qui sont en fait des données typiques aujourd'hui connues dans ces différents secteurs-là, qu'on peut trouver dans voilà, les bases de données carbone classiques, telles que la base empreinte de l'ADEME. Et donc, on va utiliser ces données de chiffre d'affaires et d'ordre de grandeur carbone du chiffre d'affaires par euro pour aller calculer une empreinte carbone moyenne sur le centre commercial. Ensuite, il y a une évaluation qui se fait à l'échelle des enseignes qui sont preneuses des cellules commerciales via un questionnaire aussi au niveau de ces enseignes où on va venir chercher à qualifier l'empreinte carbone, donc le bilan carbone de ces enseignes, leur engagement dans des trajectoires de décarbonation telles que celle du SBTI, donc le Science Based Target Initiative, hein, qui est une des grandes institutions qui président à la labellisation de trajectoire de décarbonation de ces acteurs, et puis leur plan d'action, donc vers quoi ils se sont engagés pour réduire cette empreinte carbone. Et enfin, on a une dernière échelle qui est celle du magasin. Donc là, on va vraiment aller chercher au niveau des boutiques qui sont présentes dans le centre commercial un petit questionnaire qui leur permet aussi à elles d'objectiver leur pratique et puis d'avoir un bilan carbone un peu express, rapide, une bonne idée des ordres de grandeur carbone au sein du magasin. Et ces boutiques-là, on va qualifier en fait des pratiques en termes par exemple de seconde main, de réparation, de location, d'upcycling, etc. Il y a un tas de pratiques qui ont été recensées sur différents types de commerce hein, par Carbone 4 et qui permettent de quantifier un peu l'impact sur la réduction carbone que vont avoir ces pratiques, à quel point elles sont transparentes sur l'affichage environnemental, sur le lieu de fabrication des produits, typiquement dans l'alimentation, voilà, est-ce qu'il y a du vrac, du bio, du végétal, etc., etc. Et donc, avec ces trois évaluations-là, à l'échelle donc, du centre commercial, qui est à la main de la foncière, à l'échelle des enseignes qui sont présentes et à l'échelle de chacune des boutiques dans le centre, on construit un score global qui ensuite va nous permettre de fixer le nombre de points à proportion donc justement de ce score global et puis de la part des surfaces dans le centre commercial ou du nombre de magasins qui ont répondu aux enquêtes menées par l'idée par la foncière. Et donc le but, c'est effectivement de faire grandir à la fois la performance et la couverture pour s'assurer que on répande aussi les ambitions bas carbone sur l'ensemble du centre commercial. Voilà, je suis arrivé au bout de cette présentation. J'espère que c'était clair et puis je me tiens à disposition pour des questions s'il y en a. Merci beaucoup, Rémi. Comme vous l'aurez compris, ce cadre, c'est réellement pour mesurer, en fait, donner un cadre pour mesurer avec des objectifs de performance qui sont quantitatifs, pour effectivement, finalement, on n'aurait du bien que ce qu'on arrive à mesurer. Et donc, c'est toute cette démarche d'à la fois traiter de multiples données, mais les mettre dans un cadre lisible et ordonné en fonction des différentes priorités qu'on peut avoir. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Avant qu'on passe, peut-être on peut se donner 5 minutes de questions s'il y en a. Et ensuite, on passera au témoignage de Pierre Failly et puis de Nicolas Ménaché. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez, ce sera plus facile. Sinon, de toute façon, à la fin du webinaire, vous pourrez les poser, quoi qu'il arrive, et quel que soit l'intervenant. Bon, écoutez, on va continuer. Du coup, comme on a la chance donc d'avoir effectivement Nicolas
Et puis, ben merci, donc c'était très clair, nous dit Carole. Merci bien. Donc, je vais peut-être commencer, en tout cas, donc merci Nicolas, merci Pierre. Je vais commencer par peut-être des questions à Nicolas, qui représente Unibail-Rodamco-Westfield, et qui est donc la foncière commerce que vous connaissez bien, et qui va peut-être se présenter. Nicolas, avant que je te pose quelques questions justement sur les enjeux de soutenir la démarche et puis qu'est-ce que vous allez y trouver. Nicolas, Unibail, Bien qui sûr. es-tu? Qui êtes-vous? Merci Hélène, merci. Et merci aussi du coup pour l'organisation de ce webinaire. Je trouve que c'est super de pouvoir partager le travail qui a été mené quand même pendant 1 an et demi avec pas mal d'acteurs. Donc merci beaucoup. Donc moi c'est Nicolas, je travaille chez Unibail-Rodamco-Westfield. Je suis en charge en fait de la stratégie de réduction des émissions carbone, donc la stratégie climat et au sens plus large, la stratégie environnementale du groupe. Donc l'idée, c'est de fixer un cap pour Unibail-Rodamco-Westfield, à la fois dans la réduction de ses émissions carbone, mais aussi dans la limitation de ses impacts environnementaux au sens large. Merci beaucoup. Alors justement, en termes d'ambition de décarbonation sur les différents sites que vous opérez, quelles sont-elles et à quel horizon? Comment vous les avez formalisées aujourd'hui au niveau du groupe? Bah oui, je pense qu'il faut commencer par là en fait parce que ça raconte un peu l'histoire de pourquoi aussi on s'est lancé et on a porté BBCA Commerce. Donc le groupe Unibail, c'est un groupe qui s'est engagé dans la transition environnementale depuis très longtemps. Ça a démarré dans les années 2005-2010 et on a réellement formalisé une feuille de route en 2015 et on a mis tout ça à jour il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ou 5 ans, pour s'engager notamment dans des trajectoires de réduction carbone net zéro. Donc aujourd'hui, nous, on a des objectifs qui sont très ambitieux et très clairs. Les deux principaux, c'est on s'est engagé à réduire nos émissions carbone en fait sur le scope 1 et 2 à hauteur de 90% d'ici 2030 par rapport à 2015. Donc on s'y approche. Et sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc scope 1, 2 et 3, on s'est engagé à réduire de 50% en 2030 et de 90% en 2050. Donc en fait, ces, ces objectifs de réduction d'émissions carbone, c'est un peu la ligne directrice. On a pris plein d'autres engagements sur d'autres thématiques environnementales, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus la partie carbone. Et en fait, aujourd'hui, en 2024, en tout cas, sur notre objectif de moins 90% des émissions sur le scope 1 et 2, on avait déjà atteint moins 85%. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on maîtrise ces émissions, donc c'est le cas du scope 1 et 2, bah, une foncière a réellement la main de pouvoir atteindre les performances visées si on s'en donne les moyens. Et nous, on y est presque. L'enjeu, finalement, il est plutôt sur la partie scope 3, ce qu'on maîtrise moins. Et notamment, nous, nos émissions du scope 3, bah, il y a 80% de ces émissions, c'est le transport des visiteurs. Et une grosse partie restante, ça va être les émissions liées à la consommation d'énergie des boutiques. Et donc, en fait, quand on dit ça, bah, on comprend un peu l'histoire du pourquoi nous, Unibail, on a porté le label BPCA, puisque ces deux composantes qui sont super importantes dans la réduction du scope 3 d'une foncière bah, se retrouvent directement dans le label BBCA Commerce. Et c'est le seul label, Rémi l'a dit, c'est le seul label aujourd'hui à avoir ces deux composantes-là. Très bien. Merci beaucoup, c'est vraiment pour ta clarté. Euh, pour toi, en termes opérationnels et en termes de valeur ajoutée du coup du référentiel, comment ça va vous faire progresser justement sur cette action? Tu le cites, c'est notamment le scope 3. Et concrètement, comment tu vois les choses? Ouais, donc c'est une bonne question et tu as complètement raison. Donc, on est vraiment dans le scope 3. Et même une toute petite aparté, c'est que on parle beaucoup de réduction des émissions carbone, donc ce qui peut être comptabilisé dans les fameux 3 scopes, le scope 1, 2, 3. Mais il faut aussi noter, parce que le label BPCA s'y est intéressé, c'est qu'il y a tout un pan de l'impact environnemental du commerce qui finalement est, pour une foncière, non capturable dans notre bilan carbone. Et je parle de quoi là? Bah, je parle justement de l'impact carbone des produits vendus.
C'est-à-dire que dans le bilan carbone d'une foncière comme Unibail, toutes les émissions carbone liées aux produits vendus n'apparaissent pas, puisque c'est les règles de comptabilité carbone qui sont fixées par un protocole. Et donc, c'est aussi, nous, ce qu'on a cherché à faire. On a lancé il y a 3-4 années, il y a 3 ans même précisément, un, un outil qui nous permet de s'intéresser à la performance environnementale des enseignes pour s'intéresser aux produits vendus. Et encore une fois, c'est ça que le label BBCA il vient compléter. Donc, pour répondre à ta question, pour nous, en fait, ce que vient apporter le label BBCA, c'est déjà une méthodologie commune sur les fameuses catégories qui, pour nous, sont très importantes, comme la mobilité des visiteurs. Aujourd'hui, il y a peu de foncières et encore moins d'enseignes qui s'intéressent au calcul de l'empreinte carbone de la mobilité des visiteurs. Et finalement, quand sur le deuxième slide de la présentation, Rémi nous a montré que c'était 10 fois supérieur à tout l'impact carbone des consommations d'énergie et des matériaux, bah en fait, on se pose la question de si on ne le prend pas, est-ce qu'on est réellement sérieux? Et toujours pour rester dans les ordres de grandeur, bah, l'impact des produits vendus, c'est 20 fois celui, enfin peut-être un petit peu moins, mais je crois que c'est 18 fois l'impact carbone du bâtiment, de ses consommations d'énergie et des matériaux. Donc le label BBCA, en fait, pour nous, il apporte ça. Il apporte le fait de pointer du doigt que c'est très bien de construire un bâtiment bas carbone, mais c'est encore mieux de s'intéresser à la manière dont il va être utilisé et à qui on va mettre dedans. Donc pour nous, c'est ça qu'il apporte. Et le deuxième point, on va dire crucial, qui nous a poussé à porter ce label, c'est que pour n'importe quelle entreprise, la réduction de son scope 3, ça passe par de la collaboration. La définition même du scope 3, c'est que ce sont des émissions indirectes. On ne les contrôle pas nous-mêmes. Les émissions qu'on contrôle nous-mêmes, on l'a dit, scope 1 et 2, si on est engagé, si on met les moyens, on arrive à réduire. Le scope 3, on ne peut pas tout faire tout seul. Ça nécessite de la collaboration. Nous, on ne peut pas décider de combien va consommer une boutique dans nos centres. Par contre, on peut commencer à collaborer avec la boutique. On peut commencer à échanger. On peut mettre des outils pour essayer d'inciter à aller dans la bonne direction. Et le label BPCA Commerce, c'est ça qui l'amène. C'est finalement un outil qui permet d'encadrer une collaboration pour emmener les acteurs dans la bonne direction de la transition environnementale. Oui, et donc cette collaboration, c'est effectivement de la collaboration et puis des échanges et effectivement des outils. On voit des questionnaires qui peuvent qui complètent l'offre BBCA Commerce, des outils justement pour communiquer et pour savoir ce qu'on regarde aussi particulièrement. Ben oui, en fait, ça aussi, c'est le principe, on va dire, de base du label BPCA, mais qui est l'un des plus importants, c'est que c'est un excellent marqueur d'engagement externe. En fait, on n'est pas là en train de dire, nous, on fait bien les choses et on s'est auto-évalué à faire bien les choses. C'est que grâce au label BPCA, on a aussi désormais un outil qui vient valoriser les bonnes pratiques qu'on va venir mettre en place, notamment sur des éléments qui sont peu regardés, je le répète, la mobilité des visiteurs et l'impact des produits vendus. Et donc, c'est aussi excellent en termes d'engagement externe. Et comment tu vois finalement, parce que là, ce référentiel BBCA Commerce, on vient de le publier en mai, donc vous en avez vraiment, enfin, il est très récent. Euh, pour toi, quels vont être, et notamment au travers des opérations pilotes que vous avez mis dans la préparation en fait du référentiel, pour toi, quels seraient les enjeux et les défis pour justement un centre commercial, des enseignes, pour relever ce défi du centre commercial bas carbone avec un acte d'achat bas carbone? Comment tu vois les prochaines étapes? Bah, pour Unibail, en tout cas, comme tu l'as dit, nous, on a commencé à étudier l'application du référentiel sur un certain nombre de sites pilotes, dont des sites neufs, enfin, ou en rénovation, puisque le label est aussi applicable uniquement en exploitation. Et en fait, les enjeux, ça va être que on en est au début. Toutes les méthodologies sur le calcul de l'empreinte carbone des visiteurs ou les évaluations de l'acte d'achat, ça va être des premières fois. Donc là, on est en train justement de regarder ce que ça donne sur les premières évaluations. Honnêtement, c'est très prometteur parce qu'en fait, dans un cadre de travaux, ça va aussi nous permettre d'insérer des prérequis et des objectifs
directement au début dans les contrats qu'on va passer avec les enseignes. Et donc, je pense que c'est beaucoup aussi d'apprentissage. Enfin, voilà, c'est normal. Il y a une montée en compétences de tout le monde. Et il y a aussi un nouveau dialogue qui doit se faire entre les foncières et les preneurs, beaucoup plus axé sur l'empreinte environnementale que sur les sujets classiques de combien va durer mon bail et combien ça va me coûter. Et donc, ils sont là, les enjeux, c'est qu'en fait, il y a quand même une incitation au dialogue et à aller toucher du doigt ces sujets, et c'est pas forcément ce dont on avait l'habitude de faire, mais c'est aussi la force du référentiel. Merci beaucoup. Je prends une question de Clara Pratelli qui demande quelle forme prendrait cette collaboration avec les enseignes, groupe de travail, réunion d'information. Est-ce que tu as des éléments d'ores et déjà sur cela? Ou est-ce que c'est en cours de préparation? Oui, bah, non, mais c'est une excellente question. En fait, ça va dépendre à chaque fois de si on est en construction, enfin, si on est en travaux ou en exploitation. Après, je pense que en France, en tout cas, on a la chance de pouvoir s'appuyer aussi sur des choses qui peuvent déjà exister, comme les comités environnementaux dans les sites en exploitation. Donc, en fait, c'est nous, en tout cas, la manière dont on l'a amené sur certains sites, c'est d'abord par le dialogue avec les enseignes sur on s'apprête à lancer une labellisation BPCA, on va avoir besoin de votre accompagnement et surtout, on va avoir besoin de vous questionner sur vos pratiques, puisqu'il y a le fameux questionnaire. Et donc finalement, aujourd'hui, c'est avec chaque enseigne, on engage un dialogue qui, je pense, encore une fois, parce que c'est un petit peu chronophage aussi pour une foncière de faire ça avec l'ensemble des preneurs, mais donc je pense en exploitation, ça va pouvoir être accéléré via les comités environnementaux qui peuvent exister. Mais donc il n'y a pas de secret, c'est juste en engageant le dialogue par toutes les formes possibles. Oui, et on voit que le bas carbone, du coup, devient une brique de ce dialogue qui va pouvoir s'appuyer sur une organisation déjà en place, parce que je veux dire, les reportings financiers, par exemple, il y en a beaucoup, ce genre de choses, mais là, on a une brique nouvelle qui s'insère dans cet ensemble, soit avec une organisation dédiée, ou alors vous surfez avec des éléments qui sont déjà en place. Oui, et tu vois, si parce que moi, enfin, très souvent, en effet, nous, on va aller questionner des enseignes pour aller récupérer des informations environnementales pour notre reporting à nous. Les Mhm. enseignes, elles font la même chose, elles nous demandent des informations environnementales pour leur reporting à eux. Et en fait, tout ça, c'est vu comme quelque chose de très lourd qui satisfait finalement les exigences de reporting de chacun. Mhm. Le label BBCA, ce qui va amener, c'est un objectif commun et il y a un morceau de gâteau pour tout le monde finalement. Et ça change. C'est que chacun va pouvoir tirer parti quand même du transfert de ces informations puisque chacun va pouvoir ensuite prétendre à la labellisation du centre commercial ou du retail park ou du commerce en standalone. Et donc ça aussi, je pense que c'est un élément plus motivant et qui va changer par rapport à la manière dont on fonctionne aujourd'hui. Merci beaucoup, Nicolas. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose avant que je me tourne vers Pierre. Mais de toute façon, le sujet, la discussion progresse. Non, Donc, bah, on en est au début et je pense que déjà, si on est capable de faire un webinaire et c'est pas le premier sur qu'est-ce que c'est que le label BVCA et qu'on a de plus en plus d'enseignes qui rejoignent ces sessions d'information, on va dans le bon sens. Après, bah, il faut s'engager. merci beaucoup, Nicolas. Pierre, peut-être je vous laisse vous présenter, et puis après, j'aurai quelques questions également pour vous. Oui, ben bonjour, donc Pierre Failly, je suis Energy Manager chez Decathlon. Voilà, donc tout ce qui contribue à baisser nos consommations et à développer les énergies renouvelables, hein, pour simplifier un petit peu le sujet. L'objet aussi de ma contribution et de ma participation, c'est que je m'occupais précédemment du développement durable pour la France. Donc voilà, faire aussi la connexion sur ces enjeux globaux de développement durable au sein de nos stratégies immobilières et ce qu'on appelle, nous, l'immobilier durable. Merci beaucoup. Donc, Alors, ce qu'il y a d'extrêmement, donc vous avez, on a partagé hein, dans le process aussi on a échangé, on a discuté dans le process de fabrication de cette méthode. Ce qui est particulier dans votre posture, en fait, Pierre, c'est que vous avez la double vision finalement enseigne et centre indépendant. Et donc, première question, la réduction de votre empreinte carbone, comment vous la menez aujourd'hui et quelles sont vos ambitions?
chez Decathlon? Alors, je vais le faire un petit peu sur le principe de l'entonnoir, mais ça va aussi un petit peu illustrer tout ce qui a été dit précédemment et montrer finalement ce sur quoi on maîtrise ou peut-être un peu moins ces notions de réduction de notre impact. Donc concrètement, hein, chez Decathlon, nous, on mesure notre impact CO2 sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc sur les scopes 1, 2 et 3. Nos objectifs en termes de réduction de nos émissions, c'est de baisser de 40% d'ici à 2030, avec comme année de référence 2021, et d'atteindre 90% en 2050. Alors derrière, il y a la notion de neutralité carbone qui serait compensée, je dirais, pour arriver à cette neutralité sur les 10% qui resteraient. Chez Decathlon, et comme c'était illustré aussi précédemment, finalement, nous, notre principal impact, hein, c'est le scope 3, c'est les produits, et ça représente plus de 60% de notre empreinte environnementale, notre empreinte CO2. Et là-dedans, on retrouve en fait deux gros postes, hein. Le premier, c'est l'extraction de matières premières. Donc évidemment, la solution pour remédier à ça, c'est d'utiliser des matières premières recyclées. Et le deuxième gros poste, c'est les process industriels, hein, pour la production et la fabrication de nos articles. Et évidemment, le levier, alors c'est des process qui sont généralement assez énergivores. Et donc le levier pour baisser drastiquement notre empreinte, c'est de déployer massivement les énergies renouvelables. Donc les solutions, je dirais, chez nous, sur ces aspects-là, en tout cas, elles sont relativement claires, hein. Il y en a deux principalement. Le premier levier, c'est le levier de l'éco-conception. Alors, Decathlon, évidemment, on est vu comme un distributeur, mais voilà, chacun sait qu'on a aussi nos marques propres, donc on conçoit nos produits, je devrais dire, on éco-conçoit nos produits. Et donc, on calcule l'ACV de l'ensemble de nos produits pour les améliorer et les rendre plus vertueux. Aujourd'hui, hein, il y a plus de 50% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé à travers des produits qui ont fait l'objet de démarches d'éco-conception. Donc, c'est le premier gros levier en termes de solutions de baisse de nos émissions. Et le deuxième gros levier, c'est plutôt sur la partie distribution que tout le monde connaît assez bien. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc, évidemment, tout ce qui touche à la réparation, à la seconde vie et à la location de nos produits. Ce sont des activités qui se développent assez fortement et qu'on a vocation à promouvoir pour à la fois répondre aux attentes des clients, mais aussi évidemment baisser drastiquement notre empreinte environnementale. Donc ça, c'est pour expliquer finalement ce que sont les principaux enjeux chez Decathlon. Donc ensuite, là, on est quand même sur un sujet qui touche davantage à l'immobilier, même si on voit que la démarche BBCA, elle est très très globale. Donc sur nos enjeux en termes d'immobilier, on a évidemment des enjeux environnementaux importants avec un projet qu'on appelle nous le projet immobilier durable. Bon, il se décline beaucoup aujourd'hui sur les parkings, hein, parce que les parkings sont devenus des sujets assez complexes où beaucoup d'enjeux se retrouvent, que ce soit sur la mobilité, sur la biodiversité, la production d'énergie, etc. Donc on a un gros enjeu sur la façon de requalifier nos parkings pour les rendre plus vertueux. Deux sujets qui me concernent directement, c'est ceux de la sobriété et du développement des énergies renouvelables. Et puis d'intégrer tout ça dans une architecture beaucoup plus respectueuse. C'est vrai qu'historiquement, on avait entre guillemets un petit peu des boîtes à chaussures et comment on intègre dans la façon de construire nos magasins une architecture qui soit beaucoup plus respectueuse de l'environnement. On n'a pas de management global, et c'est aussi l'intérêt, hein, de la démarche BBCA sur nos actions de décarbonation. Aujourd'hui, sur la partie bâtimentaire, on reste très basique et on les monitore sur ce que sont les bases réglementaires des scopes 1 et 2, donc nos émissions directes et indirectes. Donc évidemment, est-ce que tout un chacun fait l'énergie et les fluides frigorigènes? Voilà, on n'a pas de mesures sur d'autres paramètres, mais on y viendra peut-être dans la suite de l'échange. Alors justement, par rapport à l'analyse que vous avez pu faire sur BBCA Commerce, en quoi cette démarche peut vous intéresser chez Decathlon? Qu'est-ce qu'elle vous amène à faire et en quoi elle est novatrice justement et porteuse d'innovation au sein de votre action? Alors, elle est innovatrice déjà par le fait d'avoir une approche globale, ce qui n'était pas forcément le cas. Alors, je l'expliquais, hein, il y a déjà des choses, je dirais, je parlais notamment des produits sur lesquels on a une assez bonne maîtrise. Donc, là-dessus, il n'y aura peut-être pas d'innovation, puisque c'est des sujets, on sera plutôt contributeur à pouvoir apporter des réponses et alimenter cette démarche-là.
Moi, je pense qu'on a un vrai sujet d'innovation, justement, et qui doit nous faire réfléchir. Certes, on mesure nos émissions directes hein, sur la partie bâtiment, avec notamment la partie énergie et fluide frigo. Par contre, finalement, quel est l'impact de notre acte de construire ou d'aménager, puisqu'on a un petit peu les deux configurations. Et aujourd'hui, on en a un petit peu la notion, mais on ne le maîtrise pas réellement. Alors quand je dis on en a un petit peu la notion, parce que moi j'avais fait il y a très longtemps des bilans carbone sur des opérations de construction, on le voit aussi à travers les données qui sont partagées dans le label BBCA, mais on voit que finalement l'impact de la construction est largement supérieur à l'impact de l'exploitation, notamment sur les consommations d'énergie. Voilà, on voit qu'il y a un rapport quasiment sur une cinquantaine d'années de 1 à 3. Donc aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'on passe beaucoup de temps à déclarer nos consommations d'énergie, à essayer de les baisser, et bien entendu, c'est important, mais on passe pas beaucoup de temps finalement à réfléchir à la façon dont on construit ou on aménage nos magasins, alors que l'impact est en soi, pour nous en tout cas, en ordre de grandeur, hein, c'est pas une donnée précise, mais c'est un ordre de grandeur 3 fois plus important. Voilà, donc ce que doit nous apporter, nous, la démarche, c'est d'aller beaucoup plus loin là-dessus et d'avoir une meilleure maîtrise de cet impact-là. Le deuxième élément pour moi qui ressort hein, par rapport à l'ensemble de la démarche, et ça a été évoqué aussi, c'est les émissions qui sont liées au déplacement des clients. Donc j'expliquais que le premier impact de Decathlon, c'est les produits, mais le deuxième impact, c'est le déplacement des clients et des collaborateurs. On sait que ça représente 12 à 13% de nos émissions de CO2. Et là-dessus, on a besoin de professionnaliser la démarche. Donc nous, on sera évidemment euh, aussi très preneurs, je dirais finalement, des partages d'expériences et des éléments que pourront nous apporter cette démarche pour être capable de mieux qualifier cette problématique des déplacements des clients et des collaborateurs. Merci beaucoup. Pierre, est-ce que vous souhaitez aborder un autre sujet qu'on n'aurait pas abordé, que vous n'auriez pas abordé là dans vos réponses? Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Bah, peut-être oui, ce que je peux rajouter, c'est que bon, on a une vision globale, mais je pense qu'on peut aller plus loin dans cette approche de vision globale. Se fixer des objectifs plus précis sur un certain nombre de paramètres, hein. J'évoquais notamment les problématiques de l'impact de la construction ou de l'impact de nos déplacements. Et donc de s'appuyer sur des méthodologies qui des fois manquent un petit peu. La mesure de l'impact, par exemple, du déplacement des clients, on a des éléments, hein. On sait voilà, nos clients encartés, on sait où ils habitent, on sait où ils viennent faire leurs courses, on sait combien de fois ils viennent dans l'année, mais on ne sait pas forcément avec quel moyen de transport, on ne sait pas combien se déplacent à chaque fois, on ne sait pas nécessairement le type de véhicule qu'ils vont utiliser, s'ils vont visiter d'autres enseignes, etc. Donc si on peut arriver à affiner un petit peu ces choses-là, c'est important. Et donc derrière aussi d'identifier des actions concrètes de baisse de notre impact. Donc voilà, je parlais de la construction. Est-ce qu'on va trouver des alternatives pour mieux construire? Et je pense notamment à des matériaux biosourcés qu'on utilise assez peu aujourd'hui. Et donc vraiment de rentrer dans des éléments un petit peu concrets. Et puis cet impact aussi de la mesure des déplacements, je reviens dessus, mais c'est important parce que notre modèle historique, qui est celui des magasins périurbains, il a des raisons de continuer à exister, mais on voit aussi qu'il y a une forte attente, notamment sur un développement dans les centres-villes, et on travaille là-dessus. On sait qu'il y a un impact qui, pour le coup, est plutôt favorable, puisqu'on se rapproche de nos clients sur le fait de pouvoir développer ces types de magasins. Pour autant, on le mesure assez mal, encore une fois. Donc, l'intérêt pour nous, c'est aussi d'apporter des réponses sur l'impact environnemental de cette politique de développement qui évolue fortement aujourd'hui chez nous. Merci beaucoup, Pierre. Euh, je crois que ce qui va être en fait, ce qui est vraiment important dans la démarche qu'on a mise au point, et on le voit bien dans les retours de Pierre et de Nicolas, c'est qu'on est dans une démarche qui est pionnière, qui n'est pas dans une approche où on va attendre une réglementation. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête, et qui centralise les meilleures pratiques, les meilleurs retours, les meilleures initiatives en fait d'un groupe d'acteurs qui souhaitent avancer effectivement et accélérer. Je pense que c'est aussi important d'avoir en tête qu'on est toujours dans des démarches itératives,
Donc là, on a posé cette méthode qui est la première itération de BBCA Commerce, qui pourra ensuite s'enrichir évidemment de retours d'expérience pour être au plus près de la réalité des pratiques, de la pratique immobilière, de la pratique des enseignes, des centres commerciaux. Mais c'est déjà un niveau effectivement d'ambition important. Sachez que les seuils qui ont été positionnés aujourd'hui, grosso modo, c'est pour un BBCA commerce standard à peu près 1 tonne de CO2 par mètre carré émise par rapport à un centre commercial moyen qui serait de 1,5 tonne. Donc, vous voyez, la démarche, c'est vraiment, on se met dans une démarche de progression. Ce BBCA commerce, pour une enseigne, ça va être une possibilité de valoriser les actions qui sont mises en place aujourd'hui et de leur trouver un cadre de confiance avec une mesure, un étalon commun qui va permettre aux différents acteurs de valoriser vraiment ce qui est fait. Et puis également de pouvoir communiquer sur votre action et sur votre action bas carbone pour effectivement décarboner le territoire, décarboner la ville. On a parlé de mobilité, on a parlé d'énergie évidemment, on a parlé de matériaux. Donc on a vraiment une démarche qui touche sur toutes les actions en fait possibles, sur tous les leviers de décarbonation du commerce. Je voudrais juste dire que ce qu'on a fait aujourd'hui avec l'équipe autour de BBCA Commerce, et qui, nous l'espérons en tout cas, sera suivi par le plus grand nombre, c'est ce qu'on a fait il y a 10 ans sur d'autres types d'actifs comme le bureau, comme le résidentiel collectif qui sont aujourd'hui, ou l'hôtel, qui sont aujourd'hui eh bien, couverts par nos labels BBCA 9 rénovation, également exploitation ou encore le quartier. Aujourd'hui, on a 5,7 millions de mètres carrés qui sont engagés dans une démarche BBCA, qu'elle soit neuve, rénovation, exploitation ou quartier, ou déjà labellisés. Donc, ça représente 750 opérations dans toute la France, majoritairement sur du neuf et de la rénovation, majoritairement donc sur du bureau et sur du résidentiel collectif, mais déjà sur l'exploitation également, par exemple comme le tribunal de Paris, pardon, qui s'est illustré en tant que BBC Exploitation, le volet également BBC à quartier où on a là des aménageurs, des collectivités qui vont s'inscrire dans cette démarche pour eh bien, encourager tout l'écosystème des acteurs à faire du bas carbone. Et donc, évidemment, dans cet écosystème, eh bien, il y a le centre commercial qui est un élément important de la vie des différents acteurs. Et donc, eh bien, cette démarche, cette initiative, elle est à la disposition du marché, à la disposition des acteurs, et on espère vraiment que vous pourrez vous en saisir et collaborer ensemble pour effectivement eh bien, développer et démontrer qu'il est possible de faire un centre commercial bas carbone qui encourage un acte d'achat bas carbone. Voilà, donc moi c'était je ne sais pas s'il y a des questions encore, mais on a encore quelques minutes, si vous le souhaitez en tout cas, pour effectivement compléter ce discours. Ce sujet, le dernier sujet, en tout cas aujourd'hui, on a couvert le centre commercial, donc qui fait l'objet de ce référentiel. On a évidemment un travail, un actif, j'ai les retail parks ou les commerces mono-enseignes qui peuvent d'ores et déjà travailler avec ce référentiel. Et bien, la possibilité également que des chaînes ou des commerces de proximité demandent ou s'engagent dans une adaptation qui leur soit propre, peut faire partie aussi des extensions possibles du référentiel et de la méthode et du label. Ouais, là-dessus, si je peux rajouter éventuellement un petit complément, mais c'est vrai qu'on voit un potentiel à toute la méthode qu'on a développée aujourd'hui, plutôt via le prisme centre commercial et offreur voilà, d'espaces commerciaux. On y voit un potentiel pour, du côté des preneurs, du coup, cette fois-ci, d'espaces commerciaux, en imaginant, par exemple, que les enseignes qui ont des chaînes de boutiques, de commerces locaux, qui peuvent être, pour certains, dans des centres commerciaux, pour d'autres dans des bâtiments isolés, pour d'autres dans des pieds d'immeubles, par exemple de rez-de-chaussée commerciaux,
eh bien, puissent soumettre en batch, en pool, un ensemble de boutiques parmi leur ensemble de boutiques à l'échelle nationale pour aussi valoriser des efforts qu'elles pourraient faire dans la recherche, l'amélioration de cellules commerciales bas carbone sur l'ensemble des critères en fait, hein, qu'on a mentionnés jusque-là, qui soient très bâtimentaires ou qui concernent aussi l'acte d'achat. Donc disons qu'il y a des bonnes bases aujourd'hui et qui nécessiteraient des adaptations probablement spécifiques pour bien fonctionner sur ces typologies-là, et puis pour aussi réfléchir à l'interaction avec le label à l'échelle des centres commerciaux. Donc il y aurait sans doute des synergies entre les deux. Merci beaucoup, Rémi. Merci à tous. Pour information, donc le webinaire pourra vous être diffusé, la visio ainsi que la présentation. Évidemment, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer pour qu'on puisse les diffuser et que l'échange continue sur ce Si la sujet. question de l'adaptation du label à l'échelle des enseignes et des pieds d'immeubles, etc., vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à nous contacter parce que là, pour le coup, on recherche effectivement des contributeurs capables d'amener des opérations pilotes, des retours d'expérience, etc., qui pourraient être intéressés par ça. Donc, on vous donnera les coordonnées pour pouvoir rentrer en contact direct. Alors, de mon côté, je voulais vous remercier énormément, puisque surtout Hélène, qui s'est vraiment chargée de toute l'organisation de la recherche des intervenants. Effectivement, c'est un sujet qu'on traite chez Procos autour de différents thèmes, tout ce qui est environnemental, décret tertiaire et autres. Donc, ça s'inscrit dans la poursuite de notre mise en avant de ces sujets et d'éclaircissement sur le traitement de ces sujets qui, comme on l'a vu, est quand même très complexe. Donc, voilà, merci à tous d'avoir mis une petite pierre à l'édifice de cette grande mission de tous sur la réduction des émissions. Merci beaucoup, Sophie. Et moi, à mon tour, je remercie vivement Nicolas, Rémi et Pierre pour leur témoignage et leur soutien. Et merci à Avec tous pour votre plaisir. attention et à bientôt, je l'espère.